Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le thème, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Ok, là-bas, toujours la même chose. Du contenu un petit peu plus humoristique, on va dire. Et ça permet d'échanger, parfois des stories un peu instructives. Ça me permet de proposer du contenu de manière un peu plus régulière que sur YouTube. Et ensuite, parfois du contenu exclusif là-bas, parfois après je le redécline sur YouTube. Il y a aussi le groupe WhatsApp, donc je rappelle, vous vous abonnez à l'abonnement premium sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous mets dans le groupe WhatsApp où je mets en fait à chaque fois, dès que vous vous abonnez en fait, je vous mets sur le groupe et je vous mets les PDF des vidéos qui sortent. Donc voilà, vous vous abonnez cette semaine, vous aurez le PDF de cette semaine et les PDF des semaines suivantes. En général, je suis cool, je reviens un petit peu en arrière. Et s'il y a vraiment une vidéo qui vous a plu il y a un certain temps, bah vous me le dites et puis je me débrouille pour vous donner le PDF. Voilà. C'est juste que je remets pas tout d'un coup à chaque fois. On repart sur la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de nerfs, de veines et de café. On va commencer avec les veines, et en fait, je vous dirai le thème juste après. Donc on commence avec les veines, ensuite avec les nerfs, et on finit en parlant un petit peu de café. Il y a 37 diapos aujourd'hui, normalement il y en a certaines qui vont passer assez vite, donc on va se dire, allez, je vais prendre large, je vais même donner un intervalle, 1h30, 1h45, grand max. Grand max, ok? Donc je vous dis, on va parler un petit peu de veines. Juste avant, on va faire un petit rappel. Si vous suivez du contenu que je fais régulièrement, enfin si vous suivez de manière régulière le contenu que je fais, normalement la claudication c'est quelque chose qui vous parle. Et souvent on parle de claudication neurogénique et il faut la distinguer de la claudication vasculaire. D'accord? Donc il y en a une qui serait plutôt d'origine neuro, hein, comme son nom l'indique, et une qui serait due à un problème plutôt artériel. Pour faire très simple, je vais caricaturer, mais en gros, la neurogénique, on peut la prendre en charge au cabinet. La vasculaire, c'est pas à nous de la prendre en charge. Ok? Quand on pense vasculaire, en général, on pense artère. Là, ce qu'on va voir, en fait, on va voir une étude qui parle de la claudication veineuse. D'accord? Et en fait, ça donne des symptômes comme les autres. Donc, claudication, juste pour dire, on va faire la définition la plus simple du monde, c'est je fais un effort, ça me fait mal, j'arrête, j'ai plus mal. Ok. Donc là, on va parler de claudication. En général, on parle souvent en termes de membres inférieurs. Là, c'est ce qu'on va faire. On va parler surtout de membres inférieurs. Mais il faut savoir que ça existe pour le membre supérieur. Il faut savoir que ça existe dans certains cas, notamment pour certaines pathologies inflammatoires, artérite et tout ça. Artérite à cellules géantes, on peut retrouver des claudications au niveau de la mâchoire. D'accord. Voilà, donc c'est juste, ça fait mal à l'effort. Et quand j'arrête de faire l'effort, ça me fait plus mal. Donc là, on va s'intéresser à la claudication veineuse. Donc c'est cette étude-là. Donc c'est ce qu'on appelle une scoping review. Donc en gros, ce qu'ils font. Alors je crois qu'à la base, ils voulaient faire une revue systématique. Je me demande même s'ils voulaient faire une méta-analyse avec. Enfin, ils ont commencé à faire leur truc. Ils ont vu qu'ils n'y arriveraient pas. Donc ils sont partis sur une scoping review. Donc c'est une revue explorative de la littérature. Donc le but c'est faire comme une review. Donc qu'est-ce qu'on sait? Et ça ouvre des champs c'est pour mettre aussi en lumière des trous dans la littérature, pour donner des idées à d'autres personnes, de dire ah bah ça a pas été ça a été mal étudié ou pas bien étudié, bah on va faire une recherche là-dessus. Voilà le but du truc. Donc on a la claudication veineuse. Alors, si vraiment claudication ça vous parle, voilà, quand c'est juste quand même revenir avec des exemples sur ces claudications-là pour que vous ayez des exemples. En gros, claudication neurogénique, c'est ce qu'on retrouve dans le canal lombaire étroit, la sténose lombaire rachidienne. Donc en fait, vous avez votre nerf en général plutôt en rapport avec la position. Donc vous allez marcher en position debout, vous êtes plutôt en extension au niveau du rachis lombaire. Les nerfs, ils respirent moins. D'accord? Et d'un seul coup, bah, vous allez avoir une douleur au dos, vous allez avoir besoin de vous asseoir. La veineuse, l'artérielle, pardon, c'est qu'en fait, en gros, le sang, il circule mal dans les artères, et quand vous faites un effort, bah, la demande au niveau des muscles, en termes de sang et tout ça, bah, elle va pas être assurée de la bonne manière, et ça va déclencher des douleurs. Et quand c'est veineux, bah, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau veineux, et c'est le problème au niveau veineux qui fait que le patient, il s'arrête et qu'il a mal. Donc la claudication veineuse, c'est un symptôme rare, mais c'est important parce qu'en fait, ça va avoir des conséquences débilitantes pour le patient. Et ça survient souvent chez les patients qui présentent une thrombose des veines iliofémorales. Alors, qui présentent ou qui ont présenté. Parce que je rappelle que quand on a une thrombose veineuse profonde, on va prendre le cas des membres inférieurs, il y a plusieurs types de complications qui peuvent arriver. Ok, on va avoir l'embolie pulmonaire, on peut avoir la récurrence, donc une nouvelle thrombose veineuse, on peut avoir un syndrome post-thrombotique, et ce syndrome post-thrombotique peut causer une claudication veineuse.
Et donc ça va se manifester avec une douleur au niveau de la cuisse, de la fesse ou de la jambe pendant la marche ou la course, pouvant entraîner l'arrêt temporaire de ces activités. Donc en fait, on va exactement retrouver, alors dans une moindre mesure ce qu'on a là, mais ça peut quand même vachement ressembler à ça, hein. Donc là, c'est vasculaire artériel. Le repos et la surélévation des jambes permettent de soulager les symptômes, ce qui peut prendre jusqu'à 15 minutes. Voilà. Alors après, dans la claudication artérielle, on vous verrez souvent 10 minutes. Bon, après, c'est en fonction de votre patient, hein, pas besoin d'apprendre les chiffres. C'est juste que ça fait mal quand le mec il bouge, ou la meuf, et ça fait moins mal quand la personne s'arrête. La prévalence de la claudication veineuse dans la population générale est inconnue. Je vous ai dit c'est rare, il n'y a pas beaucoup d'études. C'est beaucoup d'études d'études de cas ou d'un ou plusieurs cas, mais voilà, il n'y a pas d'études de grande envergure encore. Quelques études ont rapporté la fréquence de ces symptômes avec des résultats variables. Et oui, quand on a un échantillon petit, bon, voilà, ça donne des chiffres pas très précis. La majorité des patients ont présenté une obstruction de la veine iliofémorale. D'autres causes moins fréquentes, ça peut être un traumatisme, une résection vasculaire, une compression veineuse, une fibrose rétro-péritonéale et des cas idiopathiques. Et en fait, c'est souvent sous-diagnostiqué. Et en fait, si c'est sous-diagnostiqué, donc le patient ne s'est pas identifié, il n'a pas le bon traitement. On a vu que c'était quand même débilitant. Donc voilà, c'est quand même important que le patient il soit traité pour ça. Et vu que c'est un syndrome, enfin c'est un symptôme qui arrive à l'effort, c'est quelqu'un qui peut potentiellement se retrouver dans votre cabinet. Contexte historique, donc claudication veineuse, utilisée la première fois par cet auteur-là en 1929, et c'était pour décrire un syndrome au niveau du défilé thoracique d'origine veineuse. Donc en fait, en gros, le STTB, le syndrome de la traversée thoraco-brachiale, défilé, en gros, artères-veines qui peuvent être comprimées, ok. Et donc des fois c'est plus la veine, des fois plus l'artère, bon ça peut être, on s'en fiche. Et en gros, ça peut donner une claudication au niveau du membre supérieur, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que voilà, c'est dans ce cas-là d'ailleurs que ça a été décrit la première fois. Donc dans les années 40, des cas de claudication veineuse post-traumatique au niveau des membres supérieurs ont été rapportés. Ensuite, 1948, une douleur éclatante au mollet similaire en fait à ce qu'on appellerait une claudication veineuse maintenant. En 61, donc une patiente qui présente une occlusion de la veine iliaque gauche avec une douleur d'origine veineuse. Donc la personne a exclu une pathologie artérielle et a constaté que l'occlusion du système veineux superficiel aggravait ses symptômes. Ensuite, 65, deux types de douleurs localisées et diffuses dans l'insuffisance veineuse, indiquant que la douleur à la cuisse n'était rapportée que dans les cas sévères post-thrombotiques, donc là c'est quand il y a déjà eu une thrombose. La même année, d'autres auteurs ont observé que certains patients ayant des antécédents de thrombose veineuse iliofémorale présentaient des douleurs intenses et une congestion de la jambe pendant l'exercice, les obligeant à s'arrêter après de courtes distances. Ça a mené à une publication en 1967 portant sur un nombre 2 fois plus élevé de patients qui a confirmé leurs observations initiales. Qu'est-ce qu'on comprend? Ça, voilà, ça fait un moment qu'on en parle de cette claudication veineuse, membre inf, membre sup, on s'en fiche. Ça donne des douleurs, vous l'avez vu ici, hein, douleurs au niveau de la cuisse, de la fesse, de la jambe, tout ça, ça ressemble quand même vachement à ce qu'on peut retrouver dans une claudication vasculaire artérielle. Étiologie et prévalence, donc le cas typique d'un patient atteint de claudication veineuse inclut des antécédents de thrombose veineuse au niveau de la veine iliaque. Donc ça c'est vraiment le truc, s'il y a un truc à se dire, à retenir en fait, c'est est-ce que mon patient il a des antécédents de thrombose veineuse iliaque? Oui, bon, est-ce qu'il a une claudication veineuse, une claudication, si j'arrive pas, ça a l'air d'être ni neuro ni artérielle, bon peut-être que c'est veineux. Ou de la veine cave inférieure, entraînant une obstruction du retour veineux. L'incompétence valvulaire ou l'atteinte post-thrombotique des veines profondes périphériques seule n'est pas associée à la claudication veineuse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, si on a juste une incompétence valvulaire ou une atteinte post-thrombotique, on n'aura pas cette claudication. Il faut qu'il y ait une atteinte, je viens exactement de répéter la phrase, il faut qu'il y ait une atteinte proximale, ok? Si c'est juste périphérique au niveau du mollet, comme on peut retrouver souvent, ça suffira pas pour avoir cette claudication. Il faut que ça vienne de plus, il faut qu'il y ait quelque chose plus haut qui se passe. Dans une étude récente, des auteurs ont identifié un IMC élevé comme un facteur prédictif du développement de cette claudication veineuse chez les patients atteints de thrombose iliofémorale. C'est vraiment le truc qui revient régulièrement. Les causes de la claudication veineuse autres que la thrombose incluent des traumatismes, bon, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, et la claudication veineuse a également été décrite dans les membres supérieurs, bien que ce soit plutôt une exception que la règle. Même si ça a été décrit pour la première fois au niveau supérieur, c'est pas ce qu'on va retrouver le plus souvent. Moi, je me demande juste, pour la fibrose rétro-péritonéale, qui peut arriver post-chirurgie ou des choses comme ça, si j'ai pas déjà eu une patiente notamment qui avait un problème de claudication vasculaire, d'origine veineuse. Voilà, une personne qui présentait une claudication qui était à l'effort,
mais artérielle, on retrouvait pas grand-chose au bilan. Voilà. Donc, alors après, du coup, j'étais pas aussi bien au courant que maintenant. Donc, bah, j'ai pas été capable de bien. Je sais qu'il y a des problèmes, j'ai référé tout ça. J'aurais peut-être pu, si j'avais su mettre l'hypothèse et mettre cette hypothèse-là en plus. Donc la TVP, thrombose veineuse profonde, survient chez une personne sur 1000, bon on s'en fiche de ça, une implication de la veine iliofémorale dans jusqu'à 38% des cas. Bon, de toute façon en général, ça, surtout la thrombose veineuse profonde, on pense surtout mollet. Une étude a rapporté que 63 patients symptomatiques présentant une compression de la veine iliaque commune gauche, dont 32 étaient non thrombotiques et 31 post-thrombotiques avec une claudication veineuse dans 47% des cas dans le premier groupe et 75% dans le second. Donc là, on comprend bien qu'il y a plus de cas de claudication veineuse dans le groupe post-thrombotique, donc il y a eu une thrombose. Euh, une compression de la veine iliaque, commune gauche, quand c'est pas thrombotique, ça peut être tout simplement mécanique. Voilà. Pour bien comprendre cette histoire de compression mécanique, je vous ai mis une démonstration ici. Donc en fait, c'est le syndrome de May-Turner, quand vous avez en fait la veine iliaque gauche qui est comprimée par l'artère iliaque droite, et les corps vertébraux en arrière. Voilà. Donc là, vous avez une compression qui est mécanique. Donc ça peut donner une claudication veineuse, mais moins régulièrement, par exemple, que quand c'est post-thrombotique. Physiopathologie, donc tout ça, en fait, c'est très bien expliqué ici. Vous faites une activité physique, la demande en oxygène, elle est augmentée, il va y avoir une dilatation au niveau des vaisseaux sanguins, une augmentation du flux sanguin vers les muscles, mais en fait, ça va pas être l'augmentation de la sortie veineuse, elle va pas être équivalente. Donc vous allez avoir plus d'entrée que de sortie. Ça va, en fait, le sang artériel va continuer à arriver, et en fait, bah, vous allez avoir un flux artériel qui arrive à une certaine vitesse, et en fait, de l'autre côté, ça assume pas. Ok, donc le sang, il va stagner. Et ça va engendrer toutes ces choses-là, donc on va avoir une augmentation de la pression dans les capillaires, une transsudation, donc une fuite de liquide vers les tissus, accumulation de ce liquide dans le tissu extracellulaire, un œdème intramusculaire, une augmentation de la pression intramusculaire, une augmentation du volume du mollet, et en fait on va avoir une dilatation veineuse, une augmentation de la pression veineuse, et en fait il va falloir un peu plus de temps pour que au repos la pression revienne à une pression normale, quoi. Donc voilà comment ça marche. Euh, Étant donné que le retour veineux compromis, le drainage sanguin est réduit, provoquant une accumulation de sang dans le système affecté. Bon, c'est exactement. En fait, tout est expliqué ici. Donc, il a été observé aussi, donc en 1986, que le temps nécessaire pour que la pression veineuse revienne au niveau pré-exercice dans les membres inférieurs était prolongé par rapport à la normale. Voilà, 39,1 secondes euh, contre 1 seconde chez 10 patients atteints de claudication veineuse. Et donc en fait, si on regarde dans une jambe saine, la pression intramusculaire, elle va être inférieure à 10 mm de mercure, tandis qu'une augmentation aiguë et persistante de plus de 30 mm de mercure conduit à un syndrome de compartiment aigu. Pendant l'exercice, une augmentation de la pression intramusculaire est attendue. Cependant, chez les patients atteints de claudication veineuse, la jambe affectée peut présenter des valeurs de pression extrêmement élevées par rapport à la jambe saine, avant que les patients ne cessent l'activité. Malgré les observations isolées que je viens de vous dire, la physiopathologie de la claudication veineuse, elle a été peu étudiée. Donc en fait, ça c'est ce on pense que ça se passe comme ça. Après, peut-être qu'un jour, on se rendra compte que c'est pas tout à fait ça. Par contre aussi, donc après, ça c'est l'explication physiologique, physiopathologique de qu'est-ce qui se passe. Mais à ce jour, le mécanisme qui est responsable de la douleur en elle-même, bah, c'est inconnu, bien que de nombreuses hypothèses aient été formulées au cours des 6 dernières décennies. Je vais vous montrer ça juste après. Cependant, aucune autre étude n'a reproduit ou démontré de changements concernant l'activité métabolique tissulaire, les infiltrats inflammatoires, les concentrations d'oxygène, les variations de pression dans la microcirculation. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore du taf à faire. Donc voilà, vous avez donc les mécanismes examinés, donc voilà, suggérés ou opposés, et est-ce qu'on a des études qui étudient justement le mécanisme examiné. Voilà. Donc parfois, il n'y a pas, par exemple, ischémie musculaire, suggérée, on n'a pas de données sur le sujet. Parfois, on a des études sur le sujet. Ok. Voilà, par exemple, augmentation de la pression intramusculaire, voilà, on a des techniques, des études où ils ont regardé un petit peu ça. Donc en fait là vous avez l'étude, en gros l'année, l'auteur, là le nombre de participants, ici le mécanisme qui a été examiné, ou voilà, ici est-ce que les auteurs ils disent que ça peut expliquer ou ça n'explique pas, et,
Et après, ici, est-ce que ça a été étudié de manière un peu plus sérieuse? Implication clinique, parce que bon, c'est bien beau de savoir comment ça marche, mais c'est intéressant quand même de se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe dans les veines de mon patient pour, même si on n'est pas obligé de retenir tout ça, c'est juste se dire, ouais, en fait, il y a du sang artériel qui vient, ça repart pas très bien au niveau veineux, bon bah ça stase, ça augmente sûrement la pression, il se passe quelque chose, et du coup ça crée de la douleur, on sait pas trop pourquoi, mais ça peut créer de la douleur, et donc c'est juste cette hypothèse-là à avoir face à une claudication intermittente. Donc cette condition est décrite par les patients comme une douleur éclatante ou crampoïde, donc voilà, ça peut être des crampes et tout ça, affectant la cuisse, la fesse ou la jambe, qui va se déclencher à l'effort, toujours pareil, et qui va se caractériser par une apparition progressive avec une aggravation graduelle pouvant mener à l'arrêt temporaire de l'activité. Il va falloir faire une pause, que tout ça revienne à la normale avant de pouvoir repartir. On vous dit 15 minutes ou plus pour que les symptômes disparaissent, ce qui peut être facilité par le repos ou l'élévation des jambes. La reconnaissance de cette pathologie est essentielle afin d'assurer une prise en charge appropriée. On a vu que ça pouvait quand même pas mal handicaper les patients. Donc si c'est pas identifié, bah, c'est des patients qui vont avoir une qualité de vie euh, qui va être moins bonne, hein, tout simplement. Et toujours aussi la même chose, face à un patient qui a des douleurs persistantes notamment, on lui a dit, oui, bon, bah, en fait, c'est bien votre douleur, on va pas pouvoir jouer dessus, on va améliorer la fonction, tout ça. Voilà, et avant de se dire, il faut accepter la douleur, bah, peut-être que des fois, il faut trouver la cause de la douleur, d'accord? Quand c'est non spécifique, on peut pas vraiment trouver, mais quand il y a une cause spécifique, bah, en fait, voilà, si on règle cette cause, le patient peut aller mieux, hein, derrière. Un historique médical détaillé, notamment en recherchant des antécédents de thrombose veineuse. En fait, ça, c'est vraiment le truc qui va vous orienter le plus, hein. Et l'identification des conditions qui vont soulager la douleur, reconnaître en fait cette claudication. Les diagnostics différentiels incluent la claudication artérielle et neurogène, bien évidemment. Donc, la claudication d'origine artérielle peut affecter le mollet, la hanche, la cuisse ou la fesse, en fonction de la localisation du rétrécissement ou de l'occlusion artérielle. Effectivement, plus vous allez avoir une atteinte haute, plus vous allez avoir des symptômes dans la jambe. Si c'est une atteinte artérielle au niveau du mollet, bon, ça sera mollet et en dessous. Et plus vous remontez, plus ça prendra la jambe. On a des douleurs toujours type crampe ou brûlure. Crampe, on voit, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant aussi pour la claudication veineuse. Apparaît après une certaine distance de marche et s'aggrave avec le temps si aucun traitement n'est mis en place. En plus, bon, là, il y a des implications quand même assez importantes. Voilà, faut voir un médecin vasculaire. C'est pas top top, hein. La claudication artérielle, c'est une pathologie grave, d'accord? Le patient ne va pas forcément mourir tout de suite, mais sur le long terme, ça peut être chaud. La claudication neurogène, c'est compression de la moelle ou des racines nerveuses. Les patients rapportent généralement une douleur située à la hanche, à la cuisse, aux fesses ou irradiant jusqu'aux pieds selon un trajet dermatomique. Bon, parce qu'en général, si c'est une sténose lombaire, bon, ça peut toucher une racine, notamment L5-S1 en général. Une faiblesse peut parfois être associée, les symptômes s'aggravent à la marche sans lien précis avec une distance parcourue, et le soulagement est partiel ou complet avec le repos, bien que l'ajustement de la position du dos soit nécessaire. Donc en fait, ça veut dire quoi? Vous avez le signe du caddie, où vous avez un patient qui, quand il marche avec son caddie, il peut marcher beaucoup plus loin parce qu'en fait, il est en position de flexion. Vous avez un test sur tapis roulant, voilà. Après, c'est à tester. Vous pouvez même tester sur place. Si vous avez un patient qui vous décrit des douleurs sur place, si vous le mettez en extension, il n'y a aucun effort et ça lui recrée ses douleurs, bah il y a peu de chances que ce soit artériel. Et après, ils font une distinction, là je ne sais pas si je pourrais vous en dire plus, donc la claudication veineuse neurogène peut être complexe car ces deux entités peuvent se manifester séparément ou simultanément, cette dernière causée par une dilatation des veines dans le canal rachidien, qui se présente avec une faiblesse ou des engourdissements irradiants dans le bas du dos, les fesses ou les deux jambes. Toutefois, les mouvements du rachis ou l'élévation de la jambe affectée peuvent aggraver la douleur. Bon, ça, c'est pas forcément le plus important. Déjà, retenez cette partie-là, et surtout, après, ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on va dans la physiopathologie, mais je vais pas vous casser la tête avec ça, mais si on va dans la physiopathologie de la neurogène, en fait, c'est par manque d'apport artériel, voire un problème justement veineux. Voilà, il y a deux hypothèses pour expliquer la claudication neurogène. Soit soit les artères elles sont comprimées et du coup il y a moins de sang au niveau de la moelle. Ça il y a un problème au niveau veineux, ok. Surtout qu'il faut moins de pression pour empêcher ça. Et donc en fait, ça serait plutôt un problème veineux. Voilà. Documentation objective, donc les modifications physiopathologiques observées lors de l'exercice chez les patients atteints de cette condition ont été largement étudiées. Elles incluent des paramètres, donc en fait ils ont regardé le volume de la jambe, le débit veineux, la capacité veineuse, ainsi que les mesures de pression et de flux sanguin. Parmi les examens utilisés, bon voilà, on a la plétismographie pendant l'effort qui montre des résultats plutôt intéressants, voilà, comme ils disent ici, précieux, qui a été suggéré comme une méthode de confirmation diagnostique.
C'est non invasif, ça permet de quantifier le reflux et l'obstruction veineuse en mesurant les variations de volume de la jambe au fil du temps. L'applétismographie, en fait, ça permet, comment ils font, en gros, vous avez un brassard au niveau du membre, et en fait, ça va varier le volume en fonction de s'il y a du sang veineux ou pas. Et en fait, la variation de volume va faire des variations de pression sur le brassard, et à partir de ça, en fait, ça calcule ce qui se passe dedans. Voilà, c'est un peu, je vous ai fait vraiment une simplification du principe. Volume de la jambe affectée. Donc en fait, on a des études qui montraient qu'on avait une diminution du volume de la jambe après l'exercice, à la fois pour la jambe affectée et la jambe saine des patients étudiés. De plus, ça a été rapporté que le volume de la jambe atteinte de claudication veineuse diminuait moins que celui de la jambe saine. Plus tard, des auteurs ont observé qu'on avait une augmentation du volume pendant l'exercice dans tous les membres étudiés, présentant une obstruction du retour veineux et une claudication veineuse. Dans les années suivantes, d'autres auteurs ont également rapporté une augmentation du volume du mollet affecté, bien que ces résultats semblent contradictoires et déroutants, une augmentation ou une diminution du volume de la jambe affectée peut être observée. Voilà, vous vous dites, un coup ça augmente, un coup ça diminue. Est-ce qu'ils savent bien travailler ces gens-là, ou est-ce que c'est vraiment pas des scientifiques très sérieux? En fait, les deux s'expliquent. Normalement, c'est ce que j'ai écrit là, donc je vais vous lire ça, et si c'est pas bien expliqué, je vous l'expliquerai après si j'ai pas oublié. La pompe musculaire aide les veines à retourner le sang vers le haut pendant l'exercice. Par conséquent, dans une jambe présentant un œdème, le volume du mollet devrait normalement diminuer. Voilà. Donc en fait, c'est bon, c'est là l'explication. Dans le cas de la claudication veineuse, le volume augmentera, comme expliqué dans la physiopathologie, ce qui est compatible avec les résultats de plusieurs études. Cependant, dans un membre présentant une obstruction ilio-fémorale partielle, une fuite fractionnelle de sang pourrait se produire pendant l'activité. Si cette quantité de sang est suffisante, une diminution du volume du mollet pourrait être observée, bien qu'à un degré moindre par rapport au membre contralatéral sain, et le patient devrait ressentir des symptômes légers de claudication veineuse. Cela pourrait expliquer les observations d'autres auteurs. Donc pour faire simple, en fait, soit quand vous activez votre muscle, en fait, il y a un endroit où ça bouge vraiment pas, et en fait, on a cette stase qui va avoir lieu, et en fait, bah, le mollet va gonfler, va gonfler, va gonfler. Soit en fait, il y a quand même un peu de sang qui part, et en fait, bah, faire un peu d'exercice, mais en fait, vous allez avoir un patient qui a quand même qui a une stase, et l'activité, en fait, ça va drainer un petit peu, voilà. Pas autant que l'autre côté, mais ça va drainer un petit peu. Donc dans un cas, en fait, vous allez soit avoir une augmentation du volume de sang dans les veines, et donc du coup, vous allez avoir ce gonflement. Soit des fois, si ça bouge quand même un petit peu, bah, ça va quand même, ça va partir avec un peu de stase, et ça va aider à diminuer un petit peu. Mais ça ne diminuera pas autant que le côté sain, et donc ça peut expliquer que dans des études, ça augmente, et que dans des études, ça augmente pas. Enfin, dans des études, il y a une augmentation du volume, et dans l'autre, c'est une diminution. Donc, une courbe du volume du mollet pendant un exercice sur tapis roulant, obtenue par pétismographie à jauge de contrôle. Donc c'est exactement le principe que je vous citais tout à l'heure, hein, le volume de liquide varie dans la jambe, ça fait des changements de pression, et à partir de ça, il calcule ce qui se passe. Retour veineux et capacité veineuse, donc le retour veineux et la capacité veineuse ont été étudiés dans plusieurs études. Voilà, après on a toujours des résultats incohérents, bon, pour le moment, c'est en découverte, hein, je vous rappelle, c'est une scoping review, donc on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Donc, on a une étude où des auteurs ils ont conclu que la capacité veineuse dans la jambe atteinte de claudication veineuse était plus grande que dans la jambe saine, tandis que d'autres, bah, ils ont observé qu'elle était plus faible. Waouh, on vient de voir ce que ça veut dire incohérent là. Pendant l'exercice, une diminution de la capacité a été enregistrée par les deux chercheurs, mais en fait on s'en fiche, donc par des chercheurs. Le premier a également noté une augmentation du retour veineux après l'exercice, tandis que l'autre n'a observé aucun changement. Donc, le retour veineux, donc c'est comment le sang y retourne, hein, et la capacité veineuse, en fait, c'est les veines, en fait, elles contiennent du sang, elles ont une certaine capacité à tenir du sang. Mais si elles en contiennent trop, c'est un problème. Si elles en contiennent pas assez, c'est un problème aussi. Ok, d'un côté, on a une dilatation du système veineux et en fait, ça stase. Et d'un autre côté, bah, si ça tient pas assez, c'est peut-être que les veines, elles sont trop rigides. D'autres chercheurs ont mesuré la fraction de retour veineux par pétismographie arrière toujours, qui était considérablement réduite chez les patients présentant une obstruction de la veine iliaque par rapport aux membres normaux. La claudication veineuse était présente chez 8 patients présentant une obstruction iliofémorale. On revient encore sur cette obstruction au niveau iliofémoral, mais leurs résultats n'ont pas été rapportés séparément. L'occlusion des veines superficielles a réduit le retour veineux chez 9,6% des patients, indiquant que la plupart des cas d'obstruction veineuse que dans la plupart des cas, les veines profondes sont le principal canal de retour. Paramètres du flux, donc une diminution du flux sanguin du mollet dans la jambe obstruée pendant l'exercice a été documentée. Il était noté qu'un temps de remplissage plus court après l'exercice dans les jambes malades par rapport aux jambes saines, et une fraction d'éjection veineuse nettement plus faible, et un volume résiduel plus élevé chez les patients symptomatiques par rapport aux patients asymptomatiques. Donc je sais pas si vous êtes à l'aise avec ces termes, mais en gros un temps de remplissage plus court après l'exercice, c'est qu'en fait vu que ça se draine mal, bah, en fait à l'arrêt de l'exercice, bah, les veines elles se remplissent directement parce qu'en fait le sang il était déjà présent en fait, il était mal évacué.
tac, 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 fraction d'éjection veineuse nettement plus faible. Bah, en fait, c'est que vos muscles, quand ils s'activent, ils éjectent du sang veineux. Mais en fait, là, ils en éjectent pas assez. Et le volume résiduel plus élevé, c'est qu'en fait, bah, ouais, ça a moins bien dégagé. Donc à la fin, en fait, résiduellement, après l'effort ou après chaque contraction, bah, il y a un volume plus grand qui reste. Parce qu'il y a une moins grande partie qui est sortie. Voilà. Donc la fraction d'éjection veineuse a également été observée comme diminuant de plus de 50% chez les patients justement avec cette claudication veineuse, entraînant l'arrêt de l'exercice par rapport aux témoins. Donc, d'autres études ont enregistré des volumes et des fractions de retour veineux considérablement réduits chez 29 patients atteints de claudication veineuse par rapport à 63 témoins sains, les fractions de retour étant plus sensibles que les volumes de retour pour identifier les patients atteints de claudication veineuse. Donc en fait on voit que la fraction d'éjection veineuse, en gros c'est l'effort fait que ça vous drainez moins de sang veineux. Voilà. Mesure de pression, donc la pression veineuse fémorale a été documentée par de nombreux auteurs comme étant augmentée dans un membre affecté par une obstruction veineuse iliofémorale, incroyable, vous vous y attendez pas, par rapport au membre contralatéral sain au repos. Et cette augmentation est plus marquée pendant l'exercice. Bon, donc trop de sang, augmentation de la pression. Donc voilà un gradient de pression de plus de 2 mm de mercure entre la jambe affectée et la jambe contralatérale saine, ou une augmentation de pression de plus de 3 mm de mercure dans le membre affecté est indicative d'une obstruction veineuse. Pendant l'activité musculaire de la jambe, la pression veineuse augmentait encore, tout comme le temps de récupération après un exercice prolongé. On a d'autres auteurs qui ont noté des pressions élevées des tissus sous-cutanés au repos qui augmentaient encore plus pendant l'exercice dans la jambe atteinte par rapport à la jambe saine. La pression intramusculaire était également plus élevée tant au repos que pendant l'activité, confirmant des résultats précédents, c'est ce qu'on a vu aussi dans le tableau des mécanismes explicatifs. Tandis que le temps de retour aux valeurs de pression pré-exercice était prolongé dans la jambe affectée. Il a également été documenté une teneur en eau musculaire plus élevée, une augmentation du lactate dans la jambe obstruée par rapport à la jambe normale, donc saine. On va éviter d'utiliser le mot normal, mais du coup, en fait, on revient sur les mécanismes explorés tout à l'heure. Dans une étude cas témoin, la résistance au retour veineux et le différentiel de pression bras-pied avant et après l'exercice ont été évalués chez des patients ayant des antécédents de thrombose veineuse profonde et des témoins sains. Les deux paramètres étaient plus élevés chez les patients présentant une obstruction de la veine iliaque par rapport à ceux présentant une obstruction fémoro-poplitée ou des membres normaux. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on pourrait avoir, dans ce cas-là, le différentiel de pression bras-pied avant-après exercice. Ça correspond, en fait, à si on prend la tension et on fait un ABPI, on pourrait avoir une diminution du ratio de l'ABPI, et donc, comme pour un problème artériel, finalement. Après, attention, ça ne veut pas dire que c'est absent, que du coup tout va bien, et s'il est présent, en général c'est plutôt pour le système artériel, mais ça pourrait se retrouver dans le système avec des problèmes au niveau veineux. Voilà. Traitement, bon bah c'est simple, hein, l'absence de connaissances scientifiques et de documentation objective, ainsi que les caractéristiques trompeuses de la claudication veineuse peuvent entraîner une reconnaissance insuffisante de cette entité, c'est ce qu'on a vu dès le début. Bien que la corrélation entre l'obstruction iliofémorale et la cause veineuse ait été la claudication veineuse ait été établie. Donc on revient toujours avec cette obstruction iliofémorale. Il est impossible de prédire quel patient présentant une obstruction veineuse iliofémorale développera une claudication veineuse et quand. C'est pas parce que votre patient il a eu une obstruction fémorale, il a eu une thrombose veineuse profonde iliofémorale et qui même il a un syndrome post-traumatique à ce niveau-là, il aura forcément une claudication veineuse et ça permet pas de prédire quand. Bon, ça semble logique. Malheureusement, les essais cliniques axés sur la prise en charge, ils font défaut. La récurrence des symptômes après une intervention chirurgicale reste également floue. Ainsi, étant si peu reconnu et rarement rapporté de manière cohérente, il est difficile de conclure comment les patients bénéficient du traitement. Plus important encore, toutes les études randomisées récentes sur les patients présentant une obstruction iliofémorale n'ont pas enregistré ni spécifiquement abordé la claudication veineuse. Donc c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que si on a une claudication veineuse, est-ce que sur quel type de traitement on va partir? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on va plus est-ce qu'on va sur de la chirurgie par exemple? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est pas étudié, donc c'était le but de cette revue, justement. Donc là, on a fini avec la première partie sur la claudication veineuse. C'est toujours un peu difficile, les veines, tout ça, parce qu'en fait, on a du mal à se rendre compte des mécanismes ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est important de connaître cette claudication veineuse, de l'avoir en tête pour peut-être un jour pouvoir aider un patient. Donc là, vu qu'on est à la moitié de la vidéo, je vais en profiter pour faire une petite promotion pour ma formation. Je vais dire entre guillemets formation parce qu'en fait, ce terme-là,
il m'énerve un petit peu et je trouve qu'en fait, avec l'accumulation de formations sur le marché de la kinésithérapie ou de l'ostéopathie, bah, en fait, c'est devenu, je sais même plus si c'est vraiment gage ou ça montre vraiment qu'on va acquérir une compétence ou est-ce que c'est vraiment gage de qualité. Donc je vais essayer de trouver un autre mot. Mais en tout cas, voilà, donc sur la vente de ma formation, donc pour être capable justement d'identifier les drapeaux rouges et sécuriser en fait la prise en charge précoce. Donc au programme, on voit tout ça. Donc voilà, il y a 4 modules, donc pathologie classique, pas parce qu'elles sont fréquentes, mais parce que celle-là, normalement, en IFMK ou en école, normalement, ça, on a dû le voir. Donc avec fracture, tumeur et infection vertébrale. On a une partie, le module 2, qui est sur la neurologie, avec la sténose rachidienne lombaire, avec justement la claudication neurogénique, le syndrome de la queue de cheval et les déficits neurologiques spécifiques, c'est comment identifier une radiculopathie, comment évaluer la fonction neurologique et qu'est-ce que je fais à partir des résultats de cette fonction neurologique. Anévrisme de l'aorte abdominale, maladie artérielle périphérique et thromboembolie veineuse pour le module 3 sur les pathologies vasculaires. Maladie artérielle périphérique, bien évidemment, on voit la claudication vasculaire intermittente d'origine artérielle et on voit comment distinguer la neurogénique de l'artérielle. Et ensuite, on finit avec les pathologies inflammatoires, dans lesquelles on voit notamment la spondylarthrite axiale, avec la forme non radiographique et la forme radiographique qu'on appelle spondylarthrite, qu'on appelait spondylarthrite ankylosante. Donc j'ai essayé de mettre un maximum de choses dedans, donc sur la partie, là c'est dans le cadre vraiment de la lombalgie. Voilà. Et comme je vous disais, bon, le terme de formation, maintenant il y a des formations qui sortent sur tout et n'importe quoi. On a comment prendre en charge l'entorse de genou du coureur qui s'est fait mal entre le 17e et le 27e kilomètre du marathon. Comment prendre en charge l'épaule droite de la nageuse de dos crawlé. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Donc là, le but, c'est d'accumuler un maximum de connaissances dedans et de pas faire un truc ultra spécifique. C'est quand même très large. Il y a 14h30 de contenu vidéo. Alors actuellement, en termes de prix, le prix il est à 300 euros jusqu'à la sortie de la partie 2. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est une formation que j'ai mis très peu cher pendant pas mal de temps. Là, en plus, avec la mise à jour, bon, il faut que le prix soit en accord avec ce qu'il y a dedans. Donc voilà, la formation actuellement, elle est à 300 euros. Et elle le sera jusqu'à la sortie de la partie 2. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis en train de travailler pardon, sur la partie sur les cervicalgies où au programme on aura tout ça. Donc on aura toujours le module 1 avec les pathologies dites classiques, parce que ça normalement on l'a vu en cours, donc fracture, tumeur, infection, auxquelles on va ajouter les instabilités cervicales supérieures. Bien évidemment les fractures, elles sont typiques cette fois-ci aux fractures de vertèbres cervicales. En neurologie, on va voir la myélopathie cervicale et les déficits neurologiques spécifiques, et notamment donc identifier les radiculopathies membres sup, mais aussi les nerfs crâniens et le système nerveux autonome. On va faire tout ça. Au niveau vasculaire, on va voir le système artériel et veineux, et à chaque fois au niveau du membre sup et de la tête et du cou. En inflammatoire, on va voir la polyarthrite rhumatoïde et artérite à cellules géantes. Et on finit avec un petit truc sur les céphalées. Voilà. Quand tout ça sera sorti, quand cette formation sera sortie, la partie lombalgie, elle passera à 400 euros. Voilà. Donc là, ça procurer maintenant, ça vous garantit d'avoir les meilleurs prix. Ok. Je ferai un peu plus de communication sur ça. C'est vrai que j'en ai pas fait pendant. J'en faisais toujours une petite, un petit interlude, on va dire, dans chacune de mes vidéos YouTube, mais sur Instagram, j'en ai pas parlé depuis très longtemps. Donc je vais en reparler de manière un peu plus régulière. Juste une chose que je vais faire, c'est que je vais essayer. La communication, elle sera assez. Elle sera neutre et transparente. Voilà, pas de langage condescendant. Donc je veux pas vous dire, voilà, je veux pas vous prendre de haut. Pas de discours alarmiste. On parle de drapeau rouge et tout ça. Je veux pas vous dire, si vous faites pas la formation, vous allez causer de la détresse chez les gens et tout ça. On n'est pas dans ça. On va pas manipuler par la peur ni sur la culpabilisation. En général, les professionnels de santé, ils font de leur mieux. Le but, c'est pas de leur dire, oui, mais il faut que vous fassiez ça, sinon vous êtes nuls. C'est je pense que ça peut vous intéresser. Voilà. Pas d'injonction, pas de sentiment d'urgence, parce qu'en fait, il n'y aura pas de réduction. En fait, la seule réduction qu'il y a, c'est à l'heure actuelle. Et quand les deux formations seront sorties, un pack qui permettra de se procurer les deux formations à un prix légèrement réduit. Bien évidemment, si vous vous procurez la partie 1 maintenant, je vous donnerai un code
pour que vous ayez un prix inférieur au pack. Voilà, pour montrer que ceux qui me soutiennent maintenant, je fais un geste envers vous pour vous remercier. Pas de comparaison dénigrante. S'il y a d'autres formations qui font du contenu qui peut y ressembler ou quoi, le but c'est pas de dire oui mais eux ils sont nuls, nous c'est meilleur, ça on n'est pas là-dedans. Pas de spam et harcèlement publicitaire normal, on est dans un truc un peu éthique, déontologique. Voilà, et donc on va respecter, pas de non-respect des normes déontologiques. Et à l'inverse, on va plutôt être dans quelque chose de transparent sur le contenu, je vous vends, il n'y a pas de fausses promesses, on est vraiment dans du réaliste, toutes les preuves et les références sont accessibles, pas de contenu caché où derrière il y a des DLC en plus et tout ça. Là, il y a une partie 1, une partie 2, pour le moment, il n'y a que ça en cours de préparation. Communication déontologique et éthique, c'est ce que je vous disais, on n'est pas là pour... on n'est pas dans du marketing pur et dur, pas de manipulation émotionnelle, d'accord, et respect du libre arbitre. C'est, je pense que ça peut vous intéresser. Après, c'est vous qui faites le choix de vous la procurer ou pas. Donc juste pour vous montrer, là, voilà, donc le programme de la partie 1, et après vous aurez et là vous avez le programme de la partie 2 qui est nettement plus, honnêtement plus, il y a un peu plus de contenu. Après, comme il y a partie 1, partie 2, mais en vrai elles sont faites de manière indépendante. C'est-à-dire que vous pouvez vous fournir la lombalgie avant la cervicalgie, mais vous pouvez très bien faire l'inverse, cervicalgie avant lombalgie. Puis même vous pouvez en faire qu'une seule. Si vous êtes axé très sur le dos, bah faites que la partie lombalgie. Voilà. Moi je conseille, si vous comptez faire les deux, je recommande lombalgie et cervicalgie parce que la partie lombalgie elle est un peu plus facile. Donc vous met un pied dedans et après cervicalgie, mais on peut tout à fait faire la partie cervicalgie tout seul. Voilà. C'est deux parties qui sont complémentaires mais réalisées de manière indépendante. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir l'un ou l'autre. Une fois de plus, voilà, je ne pousse pas à acheter le contenu. Regrouper, vous avez quelque chose de complet, mais ça marche tout à fait de manière indépendante. Et du coup, on va reprendre la vidéo et on va passer donc aux atteintes nerveuses. En fait, comment les contractions excentriques au niveau musculaire vont provoquer de l'atteinte nerveuse. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Donc cette partie-là, elle est un peu plus simple. Alors, mon café il est fini, je passe sur ça, hop. Aujourd'hui, chicorée. C'est pas super chaud. Les contractions musculaires excentriques impliquent un allongement actif. Ouais, bon, je vais pas vous faire un résumé de ce que c'est une contraction excentrique, ok. Ça cause des lésions musculaires et ça fait mal, c'est ce qu'on appelle des courbatures, ok. Ça peut faire mal pendant. Il va y avoir un pic douloureux entre 24 et 72 heures et ça peut mettre 5 à 7 jours. Hein, vous connaissez quand vous faites les cuisses. Voilà, ça a une semaine de courbature, c'est le tarif en général. Donc la réponse inflammatoire musculaire qui en résulte, donc après l'effort, ça peut se propager à la matrice extracellulaire et aux composants du tissu conjonctif jusqu'à atteindre même les nerfs périphériques. Donc des lésions du nerf sciatique ont été observées après une contusion des muscles gastrocnémiens. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est une atteinte d'un muscle peut générer une atteinte d'un nerf. Des réactions de régénération ont également été mises en évidence au niveau des nerfs intramusculaires et des motoneurones spinaux, avec une augmentation de l'expression de facteurs neurotrophiques et de leurs récepteurs dans les cellules de type Schwann. Une diminution de la vitesse de conduction nerveuse du nerf sciatique a été observée chez des athlètes ayant subi une lésion au niveau des ischio-jambiers, comparé au côté non affecté. Ces observations suggèrent des processus inflammatoires nerveux débutent à proximité du muscle lésé avant de potentiellement s'étendre vers la moelle épinière. En gros, de toute façon, on a une atteinte à un endroit, il y a de l'inflammation, il y a des nerfs qui passent à côté, bon, bah, on peut avoir une inflammation du nerf. Et une fois que le nerf il est inflammé, bon, bah, ça peut se propager le long du nerf, quoi, pour faire très simple. Les nerfs périphériques sont également soumis à des contraintes mécaniques lors des mouvements des membres. Ouais, quand on bouge son bras, oui, effectivement, comme à l'école de kiné, dans quelle position, en quelle course est mon muscle et tout ça. Et en fait, quand on est en école de kiné, on bouge des muscles et des tendons. Mais en vrai, quand je fais ça, bah, mes artères, elles bougent, mes veines, elles bougent, mes nerfs, ils bougent aussi. Donc les nerfs périphériques sont soumis à des contraintes mécaniques lors des mouvements des membres, y compris lors des contractions excentriques, c'est de ça dont on va parler. Selon la position du membre, il y a soit de la traction, soit de la compression, il peut y avoir de la torsion, du cisaillement, il peut y avoir un peu de tout. Et quand c'est excessif, forcément si on dépasse la capacité du tissu, il peut y avoir une lésion. Dans certaines conditions optimales, une mise en tension modérée peut favoriser ou même accélérer la croissance nerveuse, ça on le sait. Donc une sollicitation nerveuse contrôlée peut stimuler la synthèse de la myéline par les cellules de Schwann. À l'inverse, si on tire trop, on va provoquer des déficits structurels et fonctionnels au niveau du nerf. D'autres facteurs tels que la vitesse d'élongation du nerf, la durée de la contrainte et sa fréquence semblent également influencer
l'ampleur des dommages nerveux, on le verra ça, notamment la vitesse c'est sûr on le verra. Par ailleurs, une compression excessive peut résulter d'une augmentation de la pression dans l'environnement extraneural ou d'une traction longitudinale accrue, ce qui peut entraîner des lésions des enveloppes des nerfs et provoquer un œdème endoneural. De toute façon, quand on tire dessus, on met de la contrainte, si on appuie dessus, il y a de la contrainte. Donc la tension c'est bon pour les nerfs, oui mais trop de tension, en fait tirer sur les nerfs comme je vous dis c'est bien, ça permet de régénérer les nerfs. Le truc c'est toujours pareil, quelle tension vous mettez, c'est ça. Après si vous avez suivi d'autres de mes vidéos, vous savez que le système nerveux, notamment à certains endroits, les racines, elles peuvent être très sensibles justement à ça, donc c'est voilà, tirer dessus, c'est toujours... il y a toujours un risque de faire plus de mal qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est prouvé que l'étirement statique, enfin que l'étirement, ouais, ça peut aider les nerfs à récupérer. Voilà. Après, est-ce que vous voulez tirer dessus ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Je recommande pas forcément de tirer dessus, mobiliser avec un petit peu de tension, pourquoi pas. Juste si vous voulez aller plus loin sur les nerfs, donc ce que je vous conseille, je vous ai fait une petite sélection. Alors suivez cette sélection-là si vous voulez, je vous la recommande. Pourquoi? Parce que elles sont pas sorties dans cet ordre-là, les vidéos, et donc du coup, là je vous donne un ordre pour suivre tout ça. Les bases, c'est là, voilà, cours de neurologie 1 et 2, c'est vraiment les bases qu'on devrait avoir à l'école de kiné ou tout ça, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans un nerf, d'accord? Donc ça c'est vraiment les bases, et voilà, en un peu de plus d'une heure, vous avez quand même quelque chose d'assez solide. Ensuite, application pratique, soit au niveau de la sciatique, soit au niveau du canal carpien. La vidéo ici, elle est un petit peu plus simple d'accès que celle-là. Donc voilà, moi je vous recommande donc cet ordre-là. Et après, on finit sur le coude, où là, on rentre carrément dans le diagnostic différentiel. Est-ce que c'est un problème de tendon? Est-ce que c'est un problème de nerf? Si c'est un problème de nerf, il y a des cas cliniques avec qu'est-ce qu'on fait sur ce type de problème? Voilà, donc cet ordre-là, il est plutôt pas mal pour comprendre, avoir un aperçu général de troubles au niveau neuro qu'on peut avoir et comprendre un petit peu comment on évalue et ce qu'il faut faire avec des pistes de prise en charge. On revient sur nos contractions excentriques, donc bien que certaines recherches reconnaissent que les contractions excentriques peuvent modifier les propriétés des nerfs périphériques, l'idée que ces changements puissent refléter de véritables lésions nerveuses n'a pas été largement explorée dans la littérature. Donc en fait, cette étude-là, c'est une review, et elle combine donc des effets immédiats, donc moins de 2 heures, et court terme, moins de 10 jours, de contractions excentriques sur les propriétés fonctionnelles, structurelles, morphologiques, physiologiques et biomécaniques des nerfs, et on combine en fait des données sur l'animal et l'homme. Voilà, toujours l'animal aussi, parce que on leur fait des trucs qu'on pourrait pas faire à des hommes. Voilà, donc voilà, ça respecte les critères Pico, bon ça on s'en fiche. Donc effet sur la fonction nerveuse. Donc en fait, quand on regarde la vitesse de conduction nerveuse, après un effort, on a des études animales et on a des études humaines, ok? Donc sur les études animales, on a une diminution justement de cette vitesse de conduction nerveuse motrice, donc là c'est au niveau du nerf sciatique parce que c'est le nerf sciatique qui a été testé, après des contractions rapides, mais pas après des contractions lentes. Donc déjà, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que dès qu'on contracte rapidement les muscles, on fait un excentrique rapide, déjà ça va plus abîmer les nerfs que de l'excentrique lent. Donc après on a voilà, des diminutions de 21% motrices au niveau du 7e jour, après une seule série de contractions excentriques. Toutefois, après 2 à 4 séries, la diminution variait entre 22 et 58% entre le 4e et le 28 jours suivant le stimulus. Mais en fait, en gros, voilà, là c'est les animaux, donc vous faites vos trucs, et en fait la conduction, elle diminue, et après si vous recommencez à mettre de la contrainte, ça rediminue encore. Et chez les humains, bon, bah, on a toujours aussi cette baisse de la conduction nerveuse, motrice immédiatement après l'exercice, avec une diminution bon, après de 21,8% par rapport à l'état initial, et une diminution en fait, qui persiste le jour 1 et le jour 2, suivi après d'une récupération progressive jusqu'au jour 5. Concernant cette fois-ci les voies sensorielles, on a une diminution de 16,2%, immédiatement après les contractions excentriques. La plus grande réduction a été notée un jour après l'exercice, suivie d'une amélioration progressive jusqu'au jour 5. Voilà, donc en fait ça diminue, et puis après ça revient ici. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'excentrique, ça peut abîmer les nerfs. Donc qu'est-ce que nous, on en fait dans notre pratique clinique? Bah après, ça dépend. Si vous êtes coach, bah faut prendre en compte. Surtout que on voit que chez l'animal, si on refait des efforts, ça rediminue derrière. Donc il faut prendre en compte le fait que quand on fait de la muscu, c'est comme en école de kiné. En école de kiné, on voit que les muscles, bon bah en fait, quand on fait de la muscu, il n'y a pas que les muscles qui doivent récupérer. Ok, le muscle, c'est un tissu qui récupère plutôt vite. Les nerfs, voilà, ça met du temps. Donc en fait,
Dans la programmation d'entraînement, ça peut avoir un intérêt. Bon, après, je ne suis pas préparateur physique. Dans le cas d'une personne qui est sportive et qui a des problèmes liés à des nerfs avec une neuropathie périphérique, par exemple, ou des choses comme ça, c'est aussi à prendre en compte. On ne va pas faire de l'excentrique rapide à une personne qui a un nerf qui souffre déjà. Peut-être que pendant un moment, on passera par d'autres types d'exercices, d'autres choses. Voilà. Et si votre patient il a une neuropathie et qu'il fait des mouvements excentriques hyper rapides dans son sport, bah peut-être qu'il va falloir manager ça parce que en fait peut-être que ça récupérera pas tant qu'il n'aura pas pris un temps pour faire moins et profiter pour travailler. Après ça peut être autre chose, hein, ça peut être travailler d'autres qualités, voilà. Mais c'est à prendre en compte. Effet sur la structure et la morphologie nerveuse. Donc là, on est sur de l'étude animale. Donc on évalue toujours les effets des contractions excentriques sur la structure et la morphologie des nerfs. Et donc en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on avait une diminution de l'épaisseur de la gaine de myéline et du diamètre des fibres nerveuses du nerf sciatique après des contractions excentriques rapides. Et aucune altération significative n'a été notée dans le groupe contraction lente. Dans le groupe à haute vitesse, l'épaisseur de la gaine de myéline a diminué de 20,6% et le diamètre des fibres nerveuses de 11,2%. Donc en fait, toujours dans le rapide, ça déglingue un peu les nerfs. Mais après, en soi, c'est pas un problème, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est juste savoir ça pour juste adapter l'entraînement de la tête ou la prise en charge d'un patient. Voilà, mais on dégrade toujours des trucs quand on s'entraîne, hein. Après, le corps, il se régénère. Ça, c'est pas un problème. Mais du coup, on va atteindre de la gaine de myéline en soi et même du diamètre, en fait, notamment des axones. Voilà, ça diminue, les deux diminuent. Effet sur la physiologie nerveuse, donc on a une étude animale, donc ils utilisent de l'immunohistochimie pour évaluer justement l'impact de ces contractions excentriques sur les protéines. En fait, c'est un marquage de protéines. Ils en ont étudié 4, et donc des modifications ont été observées uniquement dans le groupe qui a effectué des contractions excentriques rapides, avec des changements négligeables dans le groupe à faible vitesse. On revient sur la même chose que depuis tout à l'heure, avec jour 3 après les contractions excentriques, aucune différence significative dans les niveaux de P0, ED1, TRKC. J7, P0 a diminué, ED1 et TRKC ont augmenté, J10, P0 a augmenté, tandis que ED1 et TRKC ont diminué. Là, vous vous dites, j'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté, je vais vous expliquer à quoi correspond chacune des protéines. En fait, en fonction des concentrations, si ça a augmenté, si ça a diminué, ou même si c'est resté inchangé, ça nous permet de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans le nerf. Et en fait, on n'a aucune modification au niveau de GAP43. Donc P0, c'est la protéine majeure de la gaine de myéline dans le système nerveux périphérique. Ok ? Essentiel pour la stabilité et la compaction de la gaine de myéline, assurant une transmission rapide de l'influx nerveux. Bon, ça, vous le savez. ED1, c'est un marqueur des macrophages activés. Donc, ça montre que les macrophages, là, ils sont présents, qu'il y a une réponse inflammatoire suite à potentiellement une lésion nerveuse. TRKC, donc c'est des récepteurs de neurotrophines qui jouent un rôle clé en fait dans la survie et notamment la régénération des neurones sensoriels et moteurs. Et GAP33, c'est la protéine impliquée dans la croissance axonale et la plasticité neuronale. Justement, là, le fait qu'on n'ait aucune modification après un stress nerveux indique que les altérations observées, principalement, ça touche plutôt la myéline que l'axone en lui-même. D'accord ? Donc, on va revenir ici et on va voir... Alors, attendez, je regarde juste si... Ouais, normalement, après, j'en parle. Donc ensuite, les effets sur les propriétés biomécaniques, voilà, c'est simple parce qu'en fait on n'a aucune étude qui a exploré ça, donc des contractions excentriques sur les propriétés biomécaniques des nerfs périphériques, donc l'excursion, l'allongement, la rigidité nerveuse, donc l'excursion c'est comment ça bouge, l'allongement bah, c'est à quel point le nerf il est allongé et tiré, et la rigidité nerveuse bah, c'est à quel point, donc la rigidité hein, c'est la capacité d'un matériau à résister c'est la raideur en fait à sa déformation en fait. Plus on va tirer dessus, plus lui va. Enfin, si on tire dessus et que lui résiste, c'est ça sa raideur. Et donc en fait, les principaux résultats qui concernent les effets des contractions musculaires excentriques sur les nerfs périphériques, bah, en fait, ils sont ici. Donc en fait, on va voir la fonction. On a vu qu'au niveau moteur et au niveau sensitif, bah, on a une perte au niveau de la vitesse de conduction. On a au niveau de la structure et de la morphologie une diminution de la gaine de myéline et du diamètre de la fibre. Donc soit on prend que la gaine de myéline, soit on prend avec l'axone. Voilà. Et donc en fait on a une diminution ici. ED1 donc qui va augmenter, donc ça montre qu'on a de l'inflammation. Hein. Donc ED1, je vous le rappelle, hop, c'est les marqueurs des macrophages activés. P0 diminue, donc ça, en fait on a une perte au niveau de l'intégrité des gaines de myéline. TRKC, ça augmente, donc ça veut dire qu'on a une reconstruction
de la gaine de myéline, et gap 30-43, il n'y a pas de dommage au niveau de l'axone. Voilà. Donc c'est plutôt la myéline qui va être abîmée à la suite de ça. Après, l'axone, il peut diminuer en taille, pas forcément parce qu'il est lésé, mais parce que dedans, bah, il y a du transport de protéines ou de choses comme ça, et ça peut diminuer aussi un petit peu, donc ça va diminuer un petit peu la taille de l'axone, mais il va pas être lésé en soi. Voilà. C'est surtout la gaine de myéline, finalement, qui va prendre. Et en fait, si on revient ici, ce qu'on voit, c'est qu'après les contractions, au jour 3, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais au jour 7, on a une diminution de P0, donc ça veut dire qu'il y a moins de myéline, mais on a de l'inflammation et on a les récepteurs en fait à la régénération nerveuse qui vont être activés. Et en fait à J10, bah, c'est l'inverse, la myéline elle est revenue. Et par contre, du coup, il y a moins d'inflammation et il y a moins besoin des récepteurs aux neurotrophines pour régénérer, parce qu'en fait, la régénération, elle est faite. Voilà. Donc ça nous donne une idée qu'en gros, là, sur une dizaine de jours, bon, après ça dépend de ce que vous avez fait, tout ça, mais voilà, il faut quand même un certain temps pour que tout ça revienne dans l'ordre. Ici, donc et après, en fait, ça va dépendre de la vitesse de contraction, à quelle longueur on a travaillé. C'est pas pareil de faire de l'excentrique de là à là, ok, de là à là en vitesse lente que de là à là en vitesse rapide. Bien évidemment, c'est pas la même chose. Pareil, ça va être le volume, il va jouer. C'est pas pareil de faire ça une fois que de faire ça 150 fois. Et l'intensité, donc c'est pas pareil de faire ça voilà, avec zéro charge ou alors loin de mes capacités maximales et avec une charge énorme où je suis proche vraiment de l'échec et tout ça. Enfin voilà, tout ça, ça va jouer, voilà, et ça peut faire donc des dommages musculaires. Et on a du coup après on revient sur cette altération au niveau de la fonction motrice, sensitive et tout ça. Là, c'est la discussion en termes de résultats au niveau de cette étude. Donc les résultats de cette revue systématique montrent que les contractions excentriques entraînent des altérations immédiates et à court terme de la fonction nerveuse périphérique, avec cette diminution de la vitesse de conduction nerveuse motrice et sensorielle. On va avoir donc aussi une modification de la structure, de la morphologie nerveuse, donc ça c'est la réduction de la gaine de myéline et du diamètre des fibres nerveuses, ainsi que de la physiologie nerveuse, donc baisse des niveaux de P0 et augmentation des concentrations de ce qu'on a vu tout à l'heure, ED1, TRKC. Les études animales indiquent que ces modifications sont plus marquées lorsque les contractions excentriques sont réalisées à une vitesse angulaire élevée. Donc plus ça va être rapide, plus il va y avoir du dégât. Effet des contractions excentriques sur la fonction nerveuse. Donc les résultats montrent une altération de cette fonction nerveuse après des contractions excentriques caractérisées par cette diminution de la vitesse de conduction nerveuse. Donc ça veut dire que la fonction nerveuse marche moins bien. Des différences ont été observées entre les études humaines et animales en ce qui concerne les effets immédiats et à court terme. Chez l'humain, la vitesse de conduction motrice diminue immédiatement après la contraction excentrique, tandis que la sensorielle atteint son niveau le plus bas au jour 1. Les deux paramètres reviennent progressivement à leur niveau initial, voilà, au bout de 5 jours. Chez l'animal, la diminution de la fonction nerveuse est toujours présente une semaine après l'effort, suggérant une récupération plus lente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des différences temporelles voilà, faut pas se dire les humains et les animaux c'est complètement différent à cause de ça, parce qu'en fait les études c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, il y a un décalage entre les lésions musculaires et nerveuses, ok, mais il y a des méthodologies différentes, hein, donc on peut peut-être aller un peu plus loin chez les animaux. Parfois, on n'étudie pas les mêmes nerfs. Si on étudie un nerf sciatique chez l'animal et un nerf médian chez l'humain, c'est pas la même chose. Voilà. Parfois, les animaux aussi, on peut aller un peu plus loin sur eux. Donc voilà, faut prendre un peu de recul, faut pas se dire c'est complètement différent de l'un chez l'autre. Voilà, faut comparer ce qui est comparable. Les études animales ont révélé une baisse de fonction nerveuse uniquement après des contractions excentriques à haute vitesse. Bon, ça, je pense que vous l'avez retenu, c'est vraiment le truc important à retenir. De plus, cette altération semble s'accentuer avec l'accumulation des efforts. La réduction de la vitesse de conduction nerveuse du nerf sciatique passe de 21% après une seule série à 58% après 4 séries successives. Donc effectivement, on revient sur le volume d'entraînement qui va avoir un impact. Lors des contractions excentriques rapides, plusieurs facteurs peuvent affecter la capacité du nerf à maintenir sa fonction, donc un étirement rapide, d'accord, un taux d'élongation nerveuse, en gros, plus l'élongation nerveuse elle est élevée, plus le nerf devient rigide et moins apte à tolérer une tension supplémentaire. Si l'élongation est trop importante,
ou trop rapide, la capacité du nerf à revenir à sa longueur initiale est compromise, augmentant le risque de lésion. On rappelle hein, que le nerf, effectivement, en plus déjà, donc les axones, tout ça, c'est plutôt fragile, c'est entouré de tout un tas de tissus conjonctifs pour que quand on tire sur le nerf, c'est pas les axones qui prennent directement, c'est d'abord le tissu conjonctif. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous aurez étiré tout le tissu conjonctif, la force va se propager aux axones et là, vous allez tirer dessus. Donc, peut-être qu'en faisant des choses un petit peu régulières, vous allez renforcer votre vous allez adapter votre tissu conjonctif au niveau de tout, hein, mais ça peut être les tendons, tout ça, mais aussi les nerfs, parce que du coup il y a du tissu conjonctif dans les nerfs, il va réagir normalement à la traction, à la mise en tension, et donc adapter ça progressivement. Peut-être qu'il soit capable d'encaisser plus pour pouvoir protéger plus les nerfs. Peut-être. Est-ce que il y a des études sur le sujet? Je sais pas. C'est vrai que ça serait intéressant de savoir. Est-ce que plus je m'entraîne en excentrique rapide, avec de manière progressive, est-ce que plus ma conduction elle diminue de moins en moins après ce type d'effort? Ça pourrait être intéressant d'étudier ça. Donc ça veut dire après un entraînement, pourrait se permettre chez certaines personnes justement d'augmenter le volume ou l'intensité euh, pour augmenter les progrès dans la discipline. En revanche, lors d'un étirement plus lent, la vitesse de conduction, en fait, elle semble mieux préservée dans le temps, expliquant pourquoi ces effets délétères ne sont pas observés dans le groupe ayant effectué des contractions excentriques à vitesse lente. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une différence en termes de vitesse sur les résultats qu'on va avoir. Par ailleurs, les contractions excentriques à haute vitesse sont associées à une augmentation des forces musculaires, ce qui peut accroître la charge de cisaillement sur les structures adjacentes, notamment les nerfs périphériques. Effectivement, on voit le nerf on tire en excentrique rapide, mais effectivement les muscles aussi vont se contracter. Est-ce que ça génère pas des tensions? Les nerfs, voilà, ils passent à certains endroits autour des muscles, autour de certains tissus. Il peut y avoir une mise en contrainte aussi qui s'ajoute à l'étirement simple. Il est important de noter que ces modifications de la fonction nerveuse s'accompagnent d'une perte de force temporaire plus marquée après 4 séries consécutives à haute vitesse angulaire. Ça peut être aussi un truc, c'est-à-dire que vous recevez un patient, vous évaluez sa force, vous trouvez qu'il a une perte de force, ça peut même être unilatéral en fonction du sport ou du truc, et vous vous dites, ah oui, en fait, mon patient, il a une neuropathie parce que la perte de force, elle n'est pas réversible. Vous dites, en fonction de ce que vous faites, vous vous dites, il a une neuropathie, mais en fait, non, il s'est juste entraîné trop. Voilà. Peut-être ainsi avoir ce genre de choses-là, l'avoir en tête. Effet des contractions excentriques sur la structure et la morphologie nerveuse. Des altérations structurelles et morphologiques des nerfs ont été observées au niveau microscopique, notamment, et là vous le savez, réduction de la gaine de myéline et du diamètre des fibres nerveuses. Ces résultats suggèrent un potentiel dommage au niveau du tissu neuronal. Les contractions excentriques à haute vitesse pourraient augmenter le taux de déformation subi par le nerf, compromettant sa capacité physiologique à s'adapter aux contraintes mécaniques, c'est ce qu'on disait juste avant. Il est important de noter que ces modifications structurelles et morphologiques peuvent affecter la fonction nerveuse, car la vitesse de transmission de l'influx nerveux est influencée par l'épaisseur de la gaine de myéline, ça vous le saviez, et le diamètre des fibres nerveuses et la distance entre les nœuds de Ranvier. Si vous détruisez votre myéline, ça va conduire moins vite l'influx nerveux, et donc du coup vous allez avoir cette baisse au niveau de la conduction nerveuse. Ainsi, la diminution de l'épaisseur de la myéline et du diamètre des fibres nerveuses observées pourrait expliquer la perte de fonction nerveuse en raison d'une réduction de la conduction des potentiels d'action le long de l'axone. Effet des contractions excentriques sur la physiologie nerveuse. L'imperte d'intégrité structurelle de la myéline se manifeste par des changements physiologiques. On l'a vu avec les variations au niveau des protéines. Donc là, vous avez un petit... Bon, normalement, vous avez compris, là, mais là, vous avez un peu plus de détails. Donc P0, c'est la protéine de la gaine de myéline. Donc c'est le constituant majeur de la myéline des nerfs périphériques. Une diminution marquée des niveaux de P0 a été détectée au jour 7 après des contractions excentriques à haute vitesse. Donc ça veut dire qu'on a une altération de l'intégrité structurale de la myéline et en fait des lésions au niveau de ces gaines de myéline. Cependant, une augmentation des niveaux de P0 au jour 10 suggère que ce processus de réparation, il a eu lieu au niveau des gaines de myéline. Donc en fait, on a une diminution de P0 et après ça remonte. Bah ouais, en fait, vous avez dégradé et après vous reconstruisez. Une augmentation des niveaux de ED1, donc là c'est les marqueurs inflammatoires, a été observée au jour 7 après des contractions excentriques rapides. Ces résultats sont cohérents avec une réaction inflammatoire du nerf périphérique et de ses branches innervant le muscle lésé. Donc on a une réaction inflammatoire qui arrive, la synthèse et la sécrétion accrue de facteurs neurotrophiques qui vont accompagner cette inflammation dans le but de favoriser la réparation et la régénération en fait de cette gaine de myéline qui a été tout simplement dégradée en fait. La détection des niveaux plus élevés de terre cassée dans la gaine de myéline au jour 7 par rapport au jour 3 suggère que terre cassée est localisée dans les cellules de Schwann entourant la myéline et que la réparation de la gaine est en cours. La diminution des niveaux ED1 et de terre cassée au jour 10 indique que là, l'inflammation et la reconstruction, c'est réglé, tout est revenu comme avant, et du coup on peut repartir.
Selon la gravité de la lésion, les facteurs neurotrophiques peuvent également activer des protéines associées à la croissance neuronale comme GAP33 qui joue un rôle clé là dans la régénération axonale. Donc il faut bien différencier l'axone de la gaine de myéline. Ok, c'est deux choses différentes. Cependant, on n'a pas de variation significative au niveau de GAP43. Donc ça veut dire que les dommages induits par l'excentrique, notamment à vitesse élevée, ne touchent pas l'axone. Voilà. On peut se dire, là avec les connaissances actuelles, qu'en fait on détruit la myéline, tout simplement. Et que cette myéline, elle se régénère, voilà, bon, 5 à 10 jours, et c'est toujours pareil, ça va dépendre du volume, de l'intensité, de la vitesse, de tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Ok. Donc vitesse, intensité, volume, et bien évidemment, la longueur à laquelle vous allez travailler. Considération pratique, bah, c'est peu exploré dans la littérature, ça nécessite des recherches supplémentaires, mais on peut supposer que ça peut avoir un intérêt, notamment en implication en réhabilitation, dans la réhabilitation et dans le sport. Donc, ce soit donc, pour différentes choses, soit un sportif dans sa préparation, soit un patient sportif, voilà, ou un patient qui a des problèmes de nerfs, qui fait un sport qui va chercher dans des grandes amplitudes. Voilà, c'est des choses qu'on peut prendre en compte. Effet immédiat, la diminution de la vitesse de conduction nerveuse peut affecter la fonction neuromusculaire, la production de force et le contrôle moteur. Ce qu'il faut aussi, c'est que peut-être avant une compétition, on ne va pas s'amuser à exploser les gaines de myéline de notre sportif. Hein. On est à 10 jours d'une compétition, on est à, je sais pas, à 3 jours d'une compétition, on va pas faire un haut volume en excentrique avec une forte intensité et tout ça pour lui niquer sa myéline. On va prendre peut-être 5 à 10 jours où on va travailler d'une manière différente. On peut faire de l'excentrique lent si ça a un intérêt. Si ça a même pas d'intérêt, on n'est même pas obligé de faire de l'excentrique. Enfin voilà, après on adapte en fonction du sport, du truc. Là c'est vous et votre créativité et votre inventivité. Adaptation des programmes de rééducation et de récupération, donc comprendre ce qui se passe et ajuster justement l'intensité des exercices, les niveaux d'activité, les protocoles de récup. Mon patient et la prévention aussi des blessures. Hein, si vous flinguez sa myéline, vous attendez très peu de temps, vous leur flinguez sa myéline, vous leur flinguez sa myéline, à un moment donné, son nerf il va pas être content. Perspective future, donc après l'application de ces résultats en clinique et en sport, il faudra des résultats, des recherches supplémentaires. Limites et recommandations pour les futures recherches. Donc cette revue présente des limites forcément. Faible nombre d'études animales et humaines disponibles pour tous les paramètres étudiés. En raison du nombre limité et de l'hétérogénéité des études incluses, il n'a pas été possible de quantifier les données dans une méta-analyse. Donc eux aussi, ils voulaient faire une revue systématique avec méta-analyse, mais c'était pas possible. Certaines études animales présentaient des faiblesses méthodologiques, notamment un manque de transparence sur les protocoles expérimentaux utilisés. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir vraiment la traçabilité du truc. Les effets des contractions excentriques sur les propriétés biomécaniques des nerfs. C'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir un peu est-ce que le nerf il bouge d'une manière différente quand c'est rapide ou quand c'est lent, comment il s'étire, comment il réagit en termes de raideur. Donc tout ça c'est inexploré, peut-être dans d'autres études. Il est nécessaire de renforcer ces résultats avec des études complémentaires. On peut utiliser des outils comme l'IRM, l'échographie, pour évaluer ces choses-là. Une analyse plus approfondie est requise pour savoir si les fibres myélinisées et non myélinisées sont affectées de manière identique ou différenciée, ainsi que l'impact des contractions excentriques sur les zones du nerf contenant différentes proportions de tissus conjonctifs. Et donc ça c'est intéressant parce qu'en fait, donc déjà fibres myélinisées et non myélinisées, c'est vrai que là on a dit que ça détruisait la myéline. Qu'est-ce qui se passe sur des fibres où il n'y a pas de myéline? Ça peut être intéressant de le savoir. Et donc, effectivement, les nerfs, il y a des zones où peut-être il n'y a pas tout à fait la même teneur en tissu conjonctif. Comment ça se passe? Ou alors comparer un nerf avec une grosse gaine, avec un nerf avec une plus petite gaine, ou des choses comme ça. Voilà, ça pourrait être intéressant. Conclusion, donc cette revue systématique démontre que les contractions excentriques provoquent des altérations immédiates et à court terme des propriétés des nerfs périphériques. Les contractions excentriques à haute vitesse entraînent une diminution significative de l'épaisseur de la gaine de myéline et du diamètre des fibres nerveuses. Des changements physiologiques concomitants sont observés, notamment P0 qui baisse, augmentation de ED1 et TR cassé, donc avec cette inflammation plutôt transitoire qui est un processus en fait de réparation de la myéline. Une diminution de la vitesse de conduction nerveuse motrice et sensorielle est observé à chaque fois, avec des différences dans l'évolution temporelle entre les études animales et humaines, mais on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on ne peut pas trop conclure en tout cas. On ne peut pas trop conclure. Bien que cette étude apporte des éléments précieux sur les effets transitoires des contractions excentriques sur les nerfs périphériques, il est important de noter que les conclusions définitives restent limitées en raison du nombre restreint d'études disponibles sur le sujet. Donc là, on a fini avec la partie, donc on a fait la partie veineuse, on a fait la partie nerf, et on finit avec, comme vous l'avez vu dans le titre normalement, un petit peu de café. C'est pas mon sujet.
C'est juste que de temps en temps, je partage des trucs sur Instagram, ça peut intéresser, donc je vous partage. C'est pas des recommandations, c'est je vous partage des données comme ça. Et voilà. Donc en fait, on a une étude alors ça portait sur la caféine et le café, donc on va surtout étudier. Moi, je me suis concentré sur le café parce que je consomme pas de caféine seul. Donc sur 188 000 et 80, enfin sur 180 091 participants pour l'analyse du donc thé-café de personnes qui n'avaient pas de pathologie cardio-métabolique au départ. Résultat, par rapport aux non-consommateurs ou aux consommateurs de moins de 100 mg de caféine par jour, les consommateurs d'une quantité modérée de café, 3 tasses par jour on va dire, ou de caféine, bon voilà, présentaient le risque plus faible de pathologie cardiaque nouvellement diagnostiquée. Voilà. On avait en fait un risque cardio-métabolique réduit de 48,1%. La conclusion, une consommation habituelle de café ou de caféine, en particulier des niveaux modérés, c'est plutôt associé à un risque plus faible de risque cardio-métabolique, nouvellement diagnostiqué, et pourrait jouer un rôle important dans presque toutes les phases de transition du développement de ces pathologies. Et du coup, pour le thé, une consommation élevée, donc ce qui équivaut à 5 boissons ou plus par jour, bah, c'est significativement associé à des risques plus faibles, bah, soit d'avoir un diabète de type 2, ou même de passer d'un diabète de type 2 à une pathologie cardio-métabolique, donc avec une réduction respective 37,6% et de 55,1%. Donc en fait, ce qu'on voit ici, voilà, c'est que là, c'est pour le café, on a une baisse rapide, hein, jusqu'à 3 tasses, on va dire, et après ça réaugmente doucement. Bon, après ça remonte pas non plus de ouf. Bon, après les intervalles de confiance ils commencent à être un peu larges. Mais voilà, au niveau de 3 tasses, on est plutôt pas trop mal, et c'est là qu'on atteint la réduction de 48% du risque. Donc effet protecteur, voilà. 3 tasses, pas trop mal. Pour le thé, pardon, baisse rapide jusqu'à environ ouais, 3 tasses ici. Donc là, c'est une baisse rapide. Après, ça se stabilise un petit peu jusqu'à 5. Voilà. Bon, après, les intervalles de confiance, ils partent dans tous les sens. Mais du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on finit avec ça. Alors ça, j'avais pas partagé sur Instagram, c'est pour ça que je vous recommande de me suivre sur Instagram, parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir du certain contenu exclusif, ou du moins en avance, ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a à un moment donné, on m'a envoyé ça, vous buvez du café tous les jours, alors votre cerveau ne cesse de rétrécir selon une étude. Et en fait, il y avait plein d'articles dans les médias qui disaient ça, plein de journaux différents que vous pouvez retrouver sur Google et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, bah moi ça m'intéresse parce que je bois du café. Et c'est pas bien d'avoir le cerveau qui rétrécit a priori. Donc du coup, je suis allé regarder, j'ai trouvé un article, parce que tous ne citaient pas la référence, et j'ai trouvé un article qui citait la référence, ok. Je suis allé la voir, et en fait, ils citent tous cette source, enfin du coup, l'article il cite cette source-là, donc je pense qu'ils reprennent tous la même. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude, elle est sortie il y a 4 ans. Pourquoi la sortir maintenant? Je sais pas, à mon avis, il y en a un qui l'a sorti, tout le monde l'a sorti derrière, parce que le titre, ça donne envie de lire l'article, je pense, c'est mon hypothèse. Donc l'étude est sortie il y a 4 ans. Moi, je suis allé la voir, et en fait, j'ai regardé, et en fait, dès l'abstract, pour moi, on peut pas faire un titre comme ça en lisant à partir de. En fait, l'étude ne dit absolument pas ça. Déjà, ça parle de caféine et pas de café. Donc déjà, en fait, ça n'a rien à voir. Si vous lisez des études sur le café qui sont sérieuses, à chaque fois ils vous disent dans l'intro ou des choses comme ça, ils disent, le café c'est des milliers de substances bioactives, nanana, donc en général les plus étudiées c'est caféine et acide chlorogénique, mais c'est voilà, c'est 1000 substances, on peut pas, c'est prendre un fruit, par exemple une orange, et dire que manger une orange c'est manger de la vitamine C. Ouais, mais t'as des fibres, t'as d'autres vitamines, enfin voilà, on ne réduit pas un aliment à un seul composé de ses composants. Donc, et en plus, il peut y avoir en fait il peut y avoir des interactions entre ces substances-là. Exemple tout simple, là j'ai simplifié, mais la caféine c'est vasoconstricteur, l'acide chlorogénique c'est vasodilatateur. Du coup, si vous buvez du café, c'est vasoconstricteur ou vasodilatateur. Voilà. Est-ce que ça peut dépendre de votre café? Voilà, donc déjà, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ça parle de 450 mg de caféine par jour. En fait, c'est 3 prises de 150 mg dans la journée. Donc 150 mg, c'est équivalent à 7,5 tasses par jour. Mais juste donc de caféine. De café pour avoir ce taux de caféine là, je veux dire. Donc déjà 7,5 tasses, on est quand même sur quelque chose d'assez élevé. Et toujours pareil, hein, c'est en considérant que dans notre café, il n'y a que de la caféine, il n'y a pas tout le reste. Donc en gros, c'est prendre quelque chose. Si on reprend notre exemple de la vitamine C, je sais pas, mettons le truc classique du matin, c'est de se presser une orange pour avoir pour se faire un jus. Mais en fait là, ça serait
prendre les résultats de ce pressé 7,5 orange et dire la vitamine C cause ça. Ouais, non, mais en fait, t'as pris 7,5 orange, donc déjà t'as pris des taux, t'as pris plus que la normale. Je pense que personne ne mange 7,5 orange dans la journée. Et en plus, tu t'isoles la vitamine C, mais en fait, il y a plein d'autres trucs qui te disent que c'est pas autre chose. Voilà. Donc, à faire attention avec ce type d'études-là. On peut pas prendre une étude sur le café, la caféine et dire le café ça fait ça. Voilà, voilà. Et en plus c'est une partie du cerveau, c'est même pas tout le cerveau. Enfin bon, voilà. C'est juste pour dire attention à ce que vous lisez, voilà, surtout quand le titre il ressemble à ça. Et quand ça va un peu à l'encontre de ce qu'on sait quand même sur le café, on a quand même pas mal d'études, donc voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si, je vous rappelle hein, que vous avez l'abonnement premium sur la chaîne, vous abonnez, vous m'envoyez un message sur Instagram, ça vous permet vous d'avoir accès à du contenu, et en fait ça a deux objectifs, en fait vous avez le contenu des PDF, et moi c'est une forme de soutien pour le travail que j'essaie de faire sur cette chaîne. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine. Salut.